Alors, bon matin tout le monde. Merci encore d'être avec nous pour le webinaire La Grande Tournée. Cette semaine, avec les 20 Côtes du Rhône, on a avec nous Sabine Pradella, qui est Export Marketing Manager pour les Amériques, qui va d'abord vous adresser un petit mot de bienvenue, puis ensuite, on va passer à la formation d'une durée d'approximativement 1 heure avec la superbe Michèle Bouffard. Sabine? Donc, bonjour à tous, je suis Sabine, la responsable de zone Canada chez Interron. Donc Interron, c'est l'interprofession qui représente les vins de la vallée du Rhône et les côtes du Rhône. Je représente donc environ 5000 producteurs et négociants. Aujourd'hui, je suis vraiment ravie que vous puissiez tous participer à cette formation. Je me languis de venir sur place vous revoir. Petite anecdote, j'habite dans un petit village à côté d'Avignon et j'ai pas fait exprès, je vous le promets, mais j'habite lotissement Montréal, donc tous les jours, un petit peu à vous. Voilà. Donc aujourd'hui, j'espère que vous allez pouvoir redécouvrir la richesse et la diversité des Côtes du Rhône. On aime à dire que nos vins sont des valeurs sûres, qu'il y en a pour tous les goûts. Les Côtes du Rhône, c'est 2000 ans d'histoire. Il y a une hiérarchie d'appellations évolutive que vous allez très certainement revoir avec Michèle. On a la chance aujourd'hui d'avoir Michèle que j'aime beaucoup, qui est déjà venue en région plusieurs fois. Donc, je suis ravie que ce soit elle qui puisse vous faire la formation. Michèle est venue notamment sur un événement qu'on organise chez Interron qui s'appelle Découverte en Vallée du Rhône. Donc, on va nommer DVR pour aller de manière plus rapide. Je vous en parle parce que c'est un salon professionnel qui a lieu tous les 2 ans et la prochaine édition aura lieu du 12 au 15 avril 2021. Donc, sur DVR, c'est l'opportunité de découvrir environ 500 metteurs en marché de la région. Donc, voilà, vous pouvez vous inscrire. Normalement, c'est à partir de fin juillet. Je vous inviterai à aller voir sur le site internet pour avoir de plus amples informations. Mais en gros, on a la possibilité de passer 2 jours sur Avignon, un jour sur Mauves et Tain-l'Hermitage et puis un dernier jour sur Ampuis. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, ce sera avec plaisir qu'on vous accueillera. Je vous souhaite de passer une très bonne formation. J'espère que vous pourrez en apprendre beaucoup et que vous aurez plaisir à déguster nos vins. N'hésitez pas à vous les procurer après si vous êtes intéressé. Si vous avez des questions en parallèle, n'hésitez pas à demander à Michèle ou je suis également disponible par mail pour la suite. Je vous remercie et à très bientôt. Merci beaucoup, Sabine. Juste pour faire une petite parenthèse sur ce que Sabine vient de dire sur DVR, vraiment, en tant que professionnelle, en tant que journaliste, je suis invitée à beaucoup, beaucoup d'événements. Et souvent, quand c'est des salons qui sont immenses, à part Provence, qui est très business, j'y accepte rarement parce que c'est un peu la folie. Et je dois dire que DVR, c'est un des dégustations les plus organisées. Et quand on m'invite, je peux jamais refuser. Vraiment, tout le monde y tire son compte, qu'on soit journaliste, qu'on soit agent. Et c'est intéressant aussi lorsqu'on regarde dans la salle la qualité des gens qui sont là dans tous les sphères de la profession. Tout le monde y est, tout le monde est au rendez-vous. Donc, je voulais juste réitérer ce que Sabine dit. Si vous êtes agent, que vous cherchez d'autres producteurs ou que vous voulez approfondir vos connaissances, c'est la meilleure occasion de le faire. Moi, j'apprends chaque année, chaque 2 ans, j'y vais et c'est magnifique. Il faut y aller, vraiment. Je suis vraiment contente d'enseigner le rhône parce que, effectivement, j'ai passé beaucoup de temps, des fois professionnellement, des fois parce que j'ai des amis qui habitent aussi dans la région et j'y passe beaucoup de temps. J'y étais l'été passé, je pense 2 fois l'an passé. J'étais censée y retourner cet été et là, évidemment, je peux pas y aller. Donc, je me souviens que moi, quand j'ai commencé à étudier, et même quand j'ai gradué de mon cours de W7 diplôme, je connaissais les grandes lignes du Rhône, évidemment les nuances entre le nord et le sud, les nuances entre quelques crus, mais lorsqu'on parlait de village et la notion de village et même la différence entre les villages, ça devenait un peu plus compliqué.
on mettait un peu tout dans le même bateau. Et c'est vraiment en force d'aller dans la région et d'avoir passé du temps dans différents crus, mais aussi dans différents villages, que j'ai compris en fait toutes les nuances et on peut pas mettre tout dans le même panier. Donc, évidemment, aujourd'hui, on pouvait pas tout couvrir parce qu'il y en a beaucoup. Je voulais juste dire que Côte-du-Rhône, il y a un site Internet que j'ai mis à la fin. Vous allez pouvoir prendre le lien. Allez-y. Moi, je suis toujours sur le site. Chaque fois qu'on a des questions sur le sol, sur les nuances, il y a beaucoup plus de villages que ce qu'on va voir aujourd'hui. Il y a aussi toutes les informations sur les crues. Donc, je vous invite à y aller. C'est vraiment un outil hyper pertinent que moi, j'utilise toujours. Donc, voilà. Alors, juste une petite... pour dire ce que Sabine disait, hein, on le voit au tableau, on a 31 appellations et 34 cépages. Donc, évidemment, si on a tout ça, ça veut dire qu'on a énormément de diversité. Et je veux accentuer sur la diversité parce que je pense qu'en tant que consommateur, en tant qu'agent, souvent, lorsqu'on on pense à la région du Rhône, on pense beaucoup au rouge. Mais malheureusement, on ne pense pas aussi au rosé et au blanc. Évidemment, si vous regardez au tableau, on voit qu'on a 75% des rouges en production. Donc, évidemment, c'est aussi le reflet de ce qu'on voit à la SAQ. Mes chers agents qui nous écoutez ce matin, je vous lance le défi de vraiment... ce sont des vins... Au Québec, on aime la gastronomie, on aime manger. Et que ce soit autant dans les rosés que dans les blancs, ce sont des vins de gastronomie. On va en parler ce matin. Donc, je vous invite à élargir votre portfolio, puis peut-être à faire plus de place pour ces vins qui méritent d'être découverts tout autant que les rouges. Donc, ici, on a un petit rappel là, du nombre d'hectares. 9% bio, c'est beaucoup. Peut-être que si vous dites « Ah, juste 9%, mais si on compare à d'autres régions, puis on va le voir, là, le Rhône, c'est intéressant parce que le Rhône, l'interprofession s'appelle Interrhône. Et lorsque Michel Chapoutier était à la tête de Interrhône, c'était lui le président, pendant de nombreuses années, j'ai parlé avec Michel plusieurs fois et il me disait un des virages qu'on a dû faire et qu'on doit faire en tant que région, c'est de s'assurer qu'il y ait de plus en plus de parcelles qui sont certifiées bio. Donc, même si vous voyez 9% certifiés bio, ça, c'est vraiment en certification, mais il faut comprendre qu'il y a beaucoup aussi de parcelles qui sont en transition en ce moment et haute valeur environnementale et qui est une autre certification on parle de vignoble durable, viticulture durable. Beaucoup de producteurs dans la région y adhèrent. Donc, c'est vraiment... évidemment, le climat, surtout dans le Rhône méridional, est très propice à ça. Donc ici, on vous rappelle, ici, là, c'est un beau... quand je vous parlais de culture, l'évolution de la surface bio en périmètre, là, on le voit, 2011, puis aujourd'hui, en 2018. Donc, on voit que c'est vraiment... aujourd'hui, on est en 2020, mais les chiffres de 2018, on voit qu'on est vraiment en pente montante, ascendante, et ça va continuer, comme je vous le disais. Il y a beaucoup de gens qui sont en conversion. Puis ici, bon, on vous met un petit peu là, les pourcentages dans les appellations. Donc, à suivre, ce serait intéressant de refaire cette formation dans quelques années et de voir le pourcentage hein, parce que vraiment, il continue à monter d'année en année. On ne verra pas tout ça aujourd'hui parce que 31 appellations en 1 heure, c'est beaucoup trop. Donc, lorsque j'ai discuté avec Sabine, on a décidé de se pencher aujourd'hui sur Côte-du-Rhône, Côte-du-Rhône village et Côte-du-Rhône village en allant dans les villages plus précis. On ne parlera pas des crues aujourd'hui, ni des autres appellations ici que vous voyez qu'on voit beaucoup au Québec, évidemment, mais aujourd'hui, on va se pencher sur ça ici. Donc, ça, c'est les vignobles de la vallée du Rhône. Hein, c'est toute la région qu'on voit très bien qui se sépare entre le Rhône septentrional et le Rhône méridional. Donc, deux réalités très différentes lorsqu'on parle de climat, lorsqu'on parle de sol, lorsqu'on parle de cépage, de type de vin.
95% des vins sont produits dans le Rhône méridional. Donc, ça demeure quand même une plus petite partie dans le Rhône septentrional en surface et en production. On va revenir ici tout à l'heure, on va parler, on va regarder. On a 21 Côtes-du-Rhône villages qui ont le droit d'apposer leur nom géographique. On va voir tout à l'heure, je vais revenir ici, on va voir là, la hiérarchie. Puis, on a aussi les autres AOC et on a les crus. Donc, vous connaissez bien, au Québec, on voit beaucoup Rasteau, Kéran, Gigondas, Vaqueras, Tavel, Lirac, Châteauneuf-du-Pape. C'est des crus que vous connaissez très bien, mais aujourd'hui, on n'en parlera pas. Et les autres AOC de la Vallée-du-Rhône, encore une fois, je vous recommande fortement d'aller sur le site. C'est un univers à découvrir. Chacune de ces appellations est fascinante, unique, différente. Des heures de plaisir pour ceux qui veulent se mettre à jour. Allez sur le site. Je voulais juste, parce qu'aujourd'hui, on va vraiment se concentrer plus sur le Rhône méridional, mais je voulais quand même faire une petite révision de la différence entre les zones nord et sud pour bien comprendre le sud. Donc, on a deux zones climatiques très distinctes. On a des cépages qui sont différents, la maturité est différente, le moment des récoltes sera aussi très différent. Voilà, on va regarder ici. Hein? Donc, lorsqu'on le regarde au nord, si vous regardez la différence en température puis en ensoleillement, on voit vraiment une différence. Et c'est toujours intéressant de parler à un producteur qui a des terres au nord et au sud pendant les vendanges. Moi, souvent, j'écris pour voir où est-ce qu'ils en sont rendus. Puis, on vendange, il y a vraiment un grand écart entre les vendanges, entre le nord et le sud. Et même lorsqu'on arrive au sud, on va voir tout à l'heure que c'est une région qui est assez grande. Donc, même une différence entre le nord du sud et le sud. Hein? Donc, encore là, une grande diversité. On a le vent qui est omniprésent. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà été là pendant le Mistral, pendant que le vent souffle. C'est impressionnant. Je me souviens, justement, j'étais là pour découverte DVR et j'avais mon manteau, mon chapeau et avec toutes mes forces dehors, je marchais et mon corps était littéralement plié en deux tellement que le vent soufflait. Et mon chapeau est parti, puis moi, je me disais, bien, le vent va m'emporter. Alors, imaginez si vous êtes une vigne et que vous pesez beaucoup moins que moi, vous pouvez vous faire complètement arracher. Donc, c'est pour ça que souvent, on va voir les pieds de vigne qui sont attachés avec un poteau, hein, un poteau de bois, pour justement protéger la vigne pour pas qu'elle parte au vent et qu'elle se fasse arracher. Donc, les vents peuvent être très bénéfiques aussi parce qu'évidemment, ça assèche la région. Donc, lorsqu'on parle de viticulture bio, c'est sûr qu'on a moins de mildiou. C'est un petit peu plus facile en ce sens-là. Donc, ça peut être bénéfique. Lorsqu'on regarde aussi, hein, on a quand même un vent du nord qui arrive, qui va nous donner une fraîcheur. Donc, ça, on le voit plus au nord de l'appellation, puis on va le voir aussi un peu au nord du sud de l'appellation. Mais en général, on a un climat beaucoup plus méditerranéen dans le Rhône méridional, un peu plus continental dans le Rhône septentrional. On sent vraiment la chaleur du sud lorsqu'on arrive dans le sud. On va passer sur les sols du nord parce que vous allez pouvoir y retourner, puis on ne se concentre pas aujourd'hui là-dessus. On va se concentrer sur peut-être plus les sols du sud. Et ça, c'est fascinant parce qu'on pourrait en parler longuement, mais chaque cépage va avoir une expression unique selon le calcaire, selon l'argile, caillouteux, sableux. On va voir les cépages tout à l'heure. Hein. Généralement, on va dire que le calcaire donne quelque chose de plus fin. Élégant, plus aromatique. Les sols argileux vont donner des vins un peu plus charnus, un peu plus puissants. Les sols caillouteux, hein, les fameux galets, mais eux emmagasinent la chaleur pendant le jour. Ensuite, aident à la maturité des raisins. Donc, vont faire des vins qui sont charpentés, qui sont riches. Et les sols sableux, on a vraiment une finesse et une élégance, surtout lorsqu'on a du grenache planté sur les sols sableux. Donc, ça aussi, c'est intéressant de naviguer entre les sols. Ça fait partie de la diversité du sud
Et évidemment, on comprend pourquoi que le Rhône septentrional, que moins de vignes, ça prend beaucoup de courage et d'amour pour planter et cultiver la vigne dans le Rhône septentrional. Donc, vous voyez à quel point les coteaux sont pentus. Ça, c'est une photo que j'ai prise lorsque j'étais là à Côte-Rôtie. Ça, c'est Hermitage. Donc, vous voyez, on a vraiment les murs qui retiennent contre l'érosion. Donc, on va passer parce qu'on va se concentrer sur le sud, mais ça vous donne une idée. Et là, on se retrouve dans le sud. Donc, un paysage complètement différent. Tout est plat. On a des collines, évidemment, puis on va avoir, oui, certaines collines, puis on va retrouver des vignes plantées à 400-450 mètres d'altitude, mais on n'est pas sur des coteaux escarpés. On a plus des collines, à part Gigondas, dont on ne parle pas trop aujourd'hui. On a ici des cailloux. Ça, c'est vraiment là, un des sols typiques, les galets qui absorbent la chaleur. On a de vieilles vignes. On a ici, voilà, on est plus en gobelet, parce qu'évidemment, lorsqu'on est en gobelet, ça permet aux vignes d'avoir un peu un repos de chaleur parce que vous voyez, il y a plus de feuillage, on protège les raisins contre le soleil. Surtout avec les réchauffements climatiques, ça devient de plus en plus important. Donc, vous ne voyez pas beaucoup de guyots dans le nord, on voit beaucoup plus de vignes en gobelet. Donc, voilà. Donc, ça, c'est la petite révision. Dans le nord, on va être beaucoup plus en monocépage. On va réviser ensemble les cépages parce que dans le sud, c'est vraiment le royaume des assemblages. Donc, c'est important de comprendre ce que chaque cépage donne à l'assemblage parce que vous êtes des agents. Lorsque vous recevez votre fiche technique, il y a tellement de cépages. Puis lorsqu'on regarde la fiche technique, on est plus capable de comprendre aussi quel type de vin le producteur fait. Alors, on ne verra pas tous ces cépages-là ce matin, mais il y en a beaucoup. Pour l'AOC Côte-du-Rhône, on en a 23 de permis. En tout, on en a à peu près 34 cépages. Donc, c'est énorme. Nous, on va se concentrer, on va regarder en premier les blancs, puis ensuite les rouges. Donc, les blancs. C'est sûr que autant dans le blanc que dans le rouge, le grenache prend une place importante. Pourquoi? Parce que le grenache blanc et le grenache rouge, ce sont deux cépages qui ont une grande tolérance à la chaleur. Il y a des cépages qui souffrent plus à la chaleur. Le grenache lui-même, si il y a des sécheresses, il se plaît, il est capable de résister. Et ça, c'est hyper important, surtout lorsqu'on regarde la température qui continue de monter. J'étais dans le Rhône l'été passé et une journée, je crois que le thermomètre est monté à 47 degrés Celsius. C'était la canicule. Donc, des journées comme ça, le grenache va être capable de survivre. Lorsqu'on parle de blanc, Marsanne, c'est intéressant parce que moi, pendant longtemps, j'avais toujours l'impression que la Roussanne avait plus de potentiel de vieillissement que la Marsanne parce que dans notre marché, on voyait beaucoup le Beaucastel blanc qui est très reconnu pour le vin blanc, les vieilles vignes qui sont faites, vieilles vignes de Roussanne, mais les vignes sont très, très vieilles, petit rendement, ce qui contribue au vieillissement. Mais en général, si on a Marsanne et Roussanne côte à côte, la Marsanne va toujours avoir un petit peu plus de potentiel de vieillissement. Dans les deux cas, on produit des vins qui sont assez puissants. On est des arômes floraux dans les deux cas, mais il y a toujours quand même pour moi, les deux peuvent être très fins, très élégants, mais la Marsanne, il y a un petit peu plus d'acidité que la Roussanne. On les retrouve souvent en assemblage. Viognier, c'est intéressant, lorsqu'on regarde les assemblages, si on retrouve un petit peu plus de Viognier, évidemment, on va avoir quelque chose qui est beaucoup plus aromatique. Donc, le côté pêche, abricot, floral va être beaucoup plus important. Grenache blanc, c'est quelque chose c'est un vin ça va produire des vins qui sont plus neutres, mais qui ont beaucoup de générosité, beaucoup de corps, beaucoup d'alcool, avec des notes anisées en effet. Mais en général, si on compare au Viognier, c'est beaucoup plus neutre. La clairette, chers agents, je vous encourage, si vous avez des producteurs avec qui vous travaillez, qui ont des petits bijoux de clairette ou en tout cas en prédominance dans les assemblages, c'est un cépage qu'on avait un peu oublié dans la région. Et les producteurs ont vraiment
adopté de nouveau ce cépage. Il y a des très vieux cèpes de Clairette dans la région, donc des vignes centenaires. C'est un cépage qui est très adapté à la chaleur. Et je parlais à un des producteurs quand j'étais là l'été passé, il me disait, je suis certain qu'avec les changements climatiques et la température qui continue de monter, que la Clairette va devenir encore plus populaire. On va continuer à se tourner vers elle. Et j'ai goûté vraiment des vins 100% Clairette qui sont faits de vieilles vignes. C'est absolument magnifique. C'est notre floral. Il y a un bouquet qui est très fin. Puis on dit que même, c'est un vin qui est riche en alcool, qu'une acidité faible à moyenne, mais il y a un côté frais, floral de la Clairette. C'est comme si ça nous donne l'impression qu'il y a plus d'acidité qu'il y en a en réalité. Magnifique cépage à découvrir. On va parler d'un village aujourd'hui dans lequel on retrouve beaucoup de Clairette de plantées. Beauboulenc. Donc, c'est un cépage en assemblage qui est aussi très adapté au climat méridional, donc adore la chaleur, qui est assez tardif. Donc, même dans cette région-là, on va le vendanger un peu plus tard. Et encore là, un cépage vraiment adapté aux conditions très, très chaudes et à la sécheresse. Le Picpoul, on le connaît, hein, si vous connaissez un petit peu le Picpoul de Pinet, on le voit uniquement, je sais que c'est différent, c'est pas la même région, mais le cépage, on connaît un peu plus son identité lorsqu'il est seul. Donc, c'est un vin qui donne de la fraîcheur. Donc, ça, c'est hyper intéressant. Encore là, on est dans l'assemblage. Uni-blanc, même chose, hein, si vous connaissez Uni-blanc, Trebbiano, même cépage. Donc, ça donne de la finesse, mais de l'acidité qui est toujours bienvenue dans cette région. Le Vermentino, qui est beaucoup cultivé en Provence, puis dans les AOP, Luberon, Ventoux, Côtière de Nîmes. Si vous avez des vins de ces régions-là dans votre portfolio, puis vous regardez dans les assemblages, souvent dans le Luberon, hein, on va avoir quand même un bon pourcentage de Vermentino. C'est un cépage que moi j'adore, qui est très enveloppant, qui est rond, qui a un profil aromatique intéressant de fenouil, agrumes, magnifique cépage. Puis oui, on retrouve encore du muscat à petits grains, très aromatique. Le picardin on le voit tout le temps. Si on le voit, il est en minuscule pourcentage en assemblage. Et le macabeo, qui donne de l'acidité. C'est un cépage qui est bien connu pour son acidité. Et il y en a plus. Oui, il y a du chardonnay, oui, de la ligotée, mais on ne verra pas ça aujourd'hui dans les appellations qu'on va explorer. On va voir un peu les nuances, mais on va juste en général, hein, si on avait à dire qu'est-ce que ces blancs-là ont tous en commun? Bien, c'est sûr que ça produit des vins qui ont une belle rondeur, qui sont assez charnus. La fraîcheur est au rendez-vous, mais je vous dirais que la fraîcheur, c'est fascinant lorsque on déguste à l'aveugle et qu'on demande le taux d'acidité, est souvent plus faible que ce qu'on croit. Pourquoi? Parce que la beauté des blancs du Sud, c'est l'amertume et la minéralité. Donc, si on se retrouve sur des terroirs, par exemple, calcaires, où on a une salinité, puis on a l'amertume qui est au rendez-vous de certains cépages, dont la Marsanne, Roussanne, par exemple, nous donne une impression que l'acidité, elle est plus élevée qu'en réalité. Et ça, c'est la beauté des Blancs du Sud. Et oui, il y en a pour toute occasion, mais en général, le côté plus en chair fait en sorte que ce sont des vins qui sont magnifiques pour la table. On ne les connaît pas assez. Je dis toujours, le consommateur va généralement se tourner vers la région du Rhône pour les rouges. Mais les blancs, quelle grandeur, il faut les découvrir vraiment. Puis on aura des versions qui seront souvent non boisées, hein, souvent, surtout dans le sud, on va avoir des versions fût de chêne, mais vieux fût de chêne, cuve inox, cuve ciment. Parfois, quelques producteurs vont aussi mettre un pourcentage de fût de chêne neuf, évidemment, selon l'expression. Les cépages rouges, Grenache noir, cépage le plus important pour les raisons qu'on a dit. Donc, c'est un cépage qui est encore là très enveloppant, très séducteur, qui est vraiment sur des arômes de fruits rouges. On retrouve des notes de garrigue, d'olive noire parfois.
tanin plus souple, vin charpenté, très fruité, on est beaucoup sur le fruit rouge, acidité plus faible. Donc, oui, il y a certains vins qui sont basés sur du grenache qui ont un potentiel de vieillissement, mais généralement, les rouges du Sud qui ont un grand potentiel de vieillissement, si vous regardez dans l'assemblage, souvent vous allez retrouver dans l'assemblage de la Syrah, du Mourvèdre et peut-être de la Counoise, parce que ce sont des cépages qui viennent donner ce potentiel de vieillissement que le grenache peut avoir, mais peut-être un peu moins. La Syrah, ça c'est intéressant parce que vous allez voir qu'on la retrouve un peu partout, pas autant que le grenache. Le grenache, c'est vraiment le roi. La Syrah, on va la retrouver un peu plus lorsqu'on voit des terres peut-être qui ont plus de fraîcheur. Donc, si on le retrouve plus en altitude, on va parler de Valréas tout à l'heure et de Visan. Ce sont deux villages qui sont plus au nord du Rhône méridional, où est-ce que c'est un peu plus frais. Et donc là, on va avoir un petit peu plus de Syrah. Si on monte en altitude, on va avoir plus de Syrah parce que la Syrah, elle souffre un petit peu plus de chaleur que le grenache. Mais donne ce potentiel de vieillissement. La structure tannique aussi, un côté plus coloré, notes florales, épicées. Mourvèdre, je dis toujours, on voit sa grandeur avec le temps. Lorsqu'il est jeune, c'est un adolescent plein de potentiel, plein de caractère, mais qui a besoin d'un peu de temps pour qu'il vienne. C'est vraiment lorsqu'il vieillit qu'on voit toute sa complexité. Un cépage qui est magnifique. Pour ceux qui sont... je parle de Beaucastel parce que, bon, il y en a plus que ça, mais Beaucastel, entre autres, si vous regardez dans le Châteauneuf-du-Pape, rouge, il y a un potentiel de vieillissement, puis il y a quand même un bon pourcentage de Mourvèdre et avec le temps, on voit là, la présence du Mourvèdre. Donc, avec le temps, des arômes de sous-bois, de cuir, hein, on est plus sur le fruit noir, on a des tanins qui sont importants, mais qui sont bien, ça donne de la structure au vin et du corps, de la couleur. Et c'est pour ça qu'un grenache Syrah Mourvèdre font de si bons compagnons, parce qu'ils se complémentent en couleur, en structure. Cinsault, vous allez retrouver beaucoup le cinsault en assemblage pour les rouges, mais aussi dans la production de rosé. C'est un vin qui... je crois que c'est un cépage que dans la région, les gens retournent au cinsault. C'est un cépage que j'aime beaucoup, qui fait des vins un petit peu plus légers que le grenache, mais à l'aveugle, 100% grenache, 100% cinsault, on voit vraiment des affinités entre les deux. Hein. Il y a une élégance sur le cinsault. On le retrouve, c'est ça, comme je le disais, beaucoup dans le rosé. Le Carignan, pas permis dans toutes les appellations. Un cépage qui est très efficace lorsqu'on parle d'assemblage parce que, justement, il donne de l'acidité. C'est un cépage qui, même dans une station très, très chaude, aride, va préserver son acidité. Counoise, c'est un cépage qui est tardif, mais qui est hyper adapté parce que, justement, il résiste à la sécheresse. Et il y a des producteurs en ce moment, dans la région que je connais, je ne sais pas si j'ai le droit de dire qui, donc je ne dirais pas, mais qui me disent, Michel, dans la région, avec les changements climatiques, on voit vraiment la Syrah, dans certains endroits, commence à souffrir un peu plus. Donc, on replante avec la counoise. Donc, on voit que ça demeure quand même un petit pourcentage des plants de vigne, mais il y a certains producteurs qui commencent à planter un petit peu plus de counoise. Moi, j'ai eu la chance de goûter la counoise à quelques fois sur fût ou juste 100% counoise pour des expérimentations. Et c'est quelque chose qui me séduit beaucoup parce que c'est un cépage qui donne des vins très intrigants sur le poivre noir, justement, ce côté presque floral, poivré, puis une acidité très intéressant, mais qu'on retrouve généralement en assemblage. Et puis, comme vous le voyez, il y en a beaucoup plus. Hein? Donc, si vous voulez aller vous amuser et découvrir le caractère de ces cépages-là, rendez-vous sur le site, vous allez en apprendre beaucoup. Les rosés du Sud, en soi, sont uniques, sont différents. On ne parle pas de Tavel aujourd'hui, mais si vous voyez un Tavel qui est un cru, vous allez voir que c'est des vins qui sont charnus, qui sont des vins de table, hein, pas d'apéro. On aura d'autres rosés dans le Sud qui sont beaucoup plus légers, qui sont plus pour l'apéro.
Donc, même dans les rosés, il y a une grande diversité, mais en général, on peut dire qu'ils sont quand même charpentés, ronds, une acidité moyenne à faible, et on aura des types différents selon le cépage, mais aussi selon la méthode de vinification. Est-ce qu'on fait plus de macération ou on fait plus du pressurage direct? Donc ça, évidemment, ça va venir jouer sur le style de rosé qu'on va retrouver. Mais dans les rosés, assemblage, souvent on va avoir le grenache et le cinsault, qui sont des cépages importants. Puis plusieurs rosés vont aussi inclure quelques cépages blancs dans les assemblages. Les rouges, si on avait à faire on va voir des nuances, là, mais si on avait à faire une généralité, ils ont tous en commun, c'est des vins qui ont du caractère, hein, des vins qui ont on passe de fruits rouges à fruits noirs, un côté un peu épicé, des vins qui sont assez charpentés, bien que oui, il y en a qui auront un petit peu plus de fraîcheur, plus d'acidité. On aura des vins qui sont boisés, d'autres qui sont non boisés. Donc, on va aller se promener pour voir. Juste un petit rappel, je sais que beaucoup d'entre vous avaient pris des cours, on a regardé ça ensemble déjà, mais je voulais juste qu'on fasse quand même un rappel de la hiérarchie des AOC. Donc, on a la pyramide au bas, hein, on a le Côtes-du-Rhône qui englobe tout. Donc, il y a un cahier des charges pour tout, et comme vous le savez, plus qu'on monte dans la pyramide des appellations d'origine contrôlée, AOP, plus que le cahier des charges devient strict. Hein? Donc, plus qu'on monte dans la pyramide, plus que l'endroit est précis, plus qu'on a dans le vert, on va avoir l'expression d'une géographie plus précise parce que la région est plus petite, mais aussi parce que le cahier des charges est plus strict, les rendements sont plus petits. Et donc, voilà. Nous, aujourd'hui, on va regarder Côtes-du-Rhône, Côtes-du-Rhône village, et ensuite Côtes-du-Rhône village avec nom géographique. Donc, Côtes-du-Rhône. Ça, c'est Côtes-du-Rhône, ça inclut tout ce que vous voyez ici sur donc les raisins. On peut avoir vendangé des raisins du nord, du sud et mettre Côtes-du-Rhône. Évidemment, il va y avoir un cahier des charges pour les rendements et tout. Mais en général, la plupart des Côtes-du-Rhône sont quand même issus du sud méridional. Et bien qu'on va voir des nuances, en général, le grenache noir va être le cépage de base de l'assemblage. Je dis ça, mais le Côtes-du-Rhône, j'ai un Côtes-du-Rhône aujourd'hui qui est quand même une bonne pourcentage de Syrah, donc ça va varier. Mais en général, le grenache est quand même un cépage important. Côtes-du-Rhône village, vous avez 21 villages. Si vous avez 21 villages, mais vous avez toute la portion 95 communes. Donc, si vous vendangez les raisins à partir de ce territoire-là, que vous voyez ici, avec 95 communes, vous allez pouvoir indiquer sur votre étiquette Côtes-du-Rhône village. Donc, évidemment, c'est des terres déjà un peu plus spécifiques hein, dans la délimitation d'appellation que Côtes-du-Rhône. Les rendements sont plus petits. Donc, qu'est-ce qu'on s'attend entre la différence entre un Côtes-du-Rhône et un Côtes-du-Rhône village, que ce soit en blanc, en rouge, en rosé? On aura un peu plus de complexité dans le Côtes-du-Rhône village, un peu plus de profondeur, un peu plus de concentration. Parce que les rendements sont plus petits, puis on a aussi qu'on commence à avoir une expression de terroir, hein, peut-être plus précise. Et ensuite, on a 21 villages qui auront le droit de mettre leur nom sur le village. Donc, si votre vin est fait à partir, on va voir par exemple, je sais pas, on va voir Valérias tout à l'heure. Donc, Valérias, si mes raisins viennent que de Valérias, j'aurai le droit d'écrire sur mon étiquette Côtes-du-Rhône village Valérias. Alors là, on a vraiment l'expression précise d'un village, ce village qui doit suivre le cahier des charges. C'est important de dire que dans le Côtes-du-Rhône village, on peut faire du blanc, du rouge et du rosé. Lorsqu'on arrive dans les 21 villages, si on appose le nom du village, on doit se soumettre aux règles de ce village-là. Ça veut dire que, par exemple, on va voir tout à l'heure Plan de Dieu. Plan de Dieu, on a le droit de mettre ce village-là, mais seulement qu'en rouge.
Ça veut dire que si je suis un producteur qui est situé à Plan-de-Dieu, mais que je veux faire du blanc, ben, je ne pourrai pas l'appeler Plan-de-Dieu. Hein, je vais aller au Côtes-du-Rhône village, mais je ne pourrai pas dire Plan-de-Dieu. Donc, chacun de ces villages-là ont leur spécificité sur les règles de ce qu'ils peuvent faire en couleur et ils auront des rendements puis un cahier des charges à suivre également. Donc, nous, aujourd'hui, on va regarder justement certains de ces villages. Vous voyez ici là, les 21 noms géographiques. Je ne pouvais pas tous les choisir parce qu'on n'a pas assez de temps ce matin, mais j'ai essayé de me concentrer surtout sur ceux qu'on a tendance à voir plus ici à la SAQ. Cela dit, vous êtes des agents, vous êtes toujours à la recherche de producteurs ou aussi introduire de nouveaux vins. Donc, c'est important de regarder ça ensemble pour se dire, OK, wow, il y a tout ça. Et vraiment, pour avoir passé du temps presque dans chacune de ces appellations, chacun de ces noms géographiques, chacun de ces villages a vraiment une expression unique. Et vous voyez, par exemple, bon, Laudun, Visan, Valérias, hein, on peut le faire dans le trois couleurs, mais par exemple, si on regarde Plan-de-Dieu, c'est juste dans le rouge. Donc, puis vous voyez, le rendement annuel est de 32 hectolitres par hectare. Donc, on le sait que si on a moins de rendement, on a plus de complexité dans les vins, plus de concentration, donc une typicité. Alors, on va commencer par Côtes-du-Rhône. C'est intéressant de regarder. Hein, comme je le disais, on produit en trois couleurs. Vous voyez, j'allais dire bleu, blanc, rouge. on produit en blanc, rose et rouge. 86% de la production est rouge. Et c'est ce qui fait qu'évidemment, c'est ce qu'on retrouve aussi plus à la SAQ. Puis je pense que c'est notre travail. Hein. Les consommateurs sont, puis surtout au Québec, les consommateurs sont toujours prêts à essayer des choses nouvelles, tout le temps. Et ça passe par quoi? Moi, quand je suis déménagée, j'ai habité 20 ans dans l'Ouest. Quand je suis arrivée ici au Québec, j'étais époustouflée de voir à quel point le consommateur était ouvert, à quel point il voulait essayer de nouvelles choses. On a juste besoin de guider. Le consommateur, si on lui dit que c'est bon, il va le boire. Donc, évidemment, ça commence par le travail des agents qui vont amener ces produits-là peut-être moins connus. Donc, un blanc du Côtes-du-Rhône, par exemple, dans le marché. Après, c'est d'éduquer les sommeliers, les enseignants, qui ensuite sont en communication avec le consommateur, les gens de la SAQ, qui peuvent communiquer ces vins-là. Et donc, je pense qu'il y a de la place là, à prendre plus de place sur ces couleurs-là aussi au Québec. Donc, Côtes-du-Rhône, des vins qui sont prêts à boire, qui sont simples, qui sont faciles d'accès. C'est vraiment des passe-partout. Hein? C'est vraiment des vins que tout le monde aime. On s'en va dans une soirée, on n'est pas sûr ce que les gens aiment. Côtes-du-Rhône, tout le monde aime, que ce soit en blanc, en rouge ou en rosé, mais c'est plus des vins qui se boivent maintenant, en jeunesse, avec des plats plus simples. Puis le grenache est souvent l'ingrédient de... Puis quel rapport qualité-prix, hein? Toujours un bon rapport qualité-prix. Côtes-du-Rhône village, on réduit encore plus hein, le pourcentage de rosé et de blanc, 96% de rouge. Encore là, puis vous voyez, hein, juste vous mettre un petit... Vous voyez les rendements ici? Côtes-du-Rhône était à 44 hectolitres par hectare. Vous allez au Côtes-du-Rhône village à 37 hectolitres par hectare. Donc, puis on va voir tout à l'heure, hein, lorsqu'on va avec indication géographique, avec l'indication du village, on va avoir encore plus de petits rendements. Donc, Côtes-du-Rhône village, on aura... je vous ai donné quelques petites idées pour les accords, mes vins, mais c'est juste pour rappeler que c'est des vins qui brillent à la table, vraiment. Et les gourmands, je parle aux gourmands québécois que nous sommes. Je suis sûre que les restaurants ouvrent petit à petit. Je suis certaine que les gens ont hâte d'y aller parce qu'on est des gourmands, on aime manger, on aime cuisiner à la maison. Donc, communiquer justement cette versatilité dans les vins. Alors, on va regarder quelques petits villages qu'on voit dans notre marché. Valérias,
En fait, on va déguster le Clos Bélan aujourd'hui, qui est situé à Valréas. Donc, Valréas, c'est un village que les consommateurs, Clos Bélan, qui a beaucoup de succès ici au Québec. Et je pense que les consommateurs connaissent beaucoup ce vin. Donc, ils ont été un peu initiés au village de Valréas. C'est intéressant à Valréas parce que vous allez regarder sur la carte, là, on est vraiment au nord du Rhône méridional. Donc, Valréas, parfois les producteurs peuvent vendanger 1 semaine à 2 semaines plus tard que dans des appellations qui sont plus au sud. Donc, grosse différence. On a vraiment une appellation méridionale avec une influence septentrionale. On a un petit peu l'influence des vents du nord qui arrivent plus frais, même si on a le Mistral qui est là. On a aussi une certaine altitude. Il y a des vignes qui sont plantées jusqu'à 410 mètres, donc ça aussi, ça va nous aider. On a un assemblage, on a des sols d'argile qui vont nous retenir un peu, qui vont absorber l'eau, mais la beauté de Valréas, pour moi, c'est les sols calcaires. Cette combinaison de fraîcheur, de climat qui est plus frais, et de sols calcaires donne des vins qui ont justement une finesse, une élégance, une fraîcheur, hein, parce qu'on n'utilise pas assez ce mot pour la région du Rhône, mais ça existe. Et Valréas est vraiment un bel exemple de ça. Et dans les assemblages, vous voyez ici tout ce qui est permis. Et si vous regardez les assemblages de Valréas, souvent, il y aura une portion plus importante de Syrah dans les blancs, dans les rouges, et de Marsanne dans les blancs. Ce sont des cépages qu'on associe aussi au nord. Hein. Fait qu'on voit dans l'empreinte des assemblages aussi sa position un petit peu plus nordique dans le Rhône méridional. Donc, voilà. Et souvent, le rosé, on va le retrouver en côte du Rhône. Mais c'est des vins qui ont un potentiel de vieillissement aussi, parce que justement, ils ont cette fraîcheur. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup les vins de Valréas, donc à découvrir. Visan qui n'est pas très loin non plus de Valréas, qui demeure aussi plus au nord, donc aussi cette influence un petit peu septentrionale, si on peut dire. On pense, Visan nous fait rêver au champ de lavande, aux truffes. C'est un endroit qui est magnifique. On a des marnes de sable. On a aussi du sol calcaire. J'ai oublié de mettre ma photo, mais quand je suis allée visiter un des producteurs, j'avais pris une photo. C'était à perte de vue sur sa parcelle. Donc, ça, comme le disais au début de la classe, ça fait quoi? Les sols calcaires, ça donne une finesse, ça donne une élégance au vin. Donc, le côté plus septentrional de la position géographique, ces sols calcaires qui sont retrouvés finesse, élégance, et on peut retrouver aux 3 couleurs. On va retrouver le rosé, le blanc et le rouge. Voilà. Et donc, j'ai mis ici le cahier des charges, mais vous pouvez tout ça, hein, pour chacun des villages, là, si vous allez sur le site, vous allez pouvoir voir le cahier des charges pour tous les villages. Mais je voulais juste vous donner une idée là, de ce que ça a l'air. L'Audun. Ça a été pour moi un coup de cœur lorsque c'était un village que je connaissais moins. Une des dernières fois que Sabine m'a invitée dans la région, on est arrivé à l'Audun et il avait demandé aux producteurs d'amener à plusieurs producteurs d'être présents, puis ils nous servaient tous leurs vins. Donc, il y avait beaucoup de producteurs de la région qui étaient là, de l'Audun. Et si vous regardez au tableau, c'est 78% rouge, 21% blanc. Les rouges, ça va être des rouges qui vont être un petit peu plus légers, un peu plus souples. Pour moi, et c'est des rouges que j'aime beaucoup, je vous dirais que le bijou
de la région, pour moi, c'est les Blancs. Et je disais que pendant très longtemps, en fait, la région était surtout plus dédiée aux Blancs. Et là, il y a un retour à ça. Puis quand tu parles aux producteurs, les producteurs le savent, le disent, même s'ils aiment bien leur rouge, les Blancs, c'est un petit bijou. On parle encore de sol calcaire. Oui, il y a des sols argileux, des sols sableux, mais il y a ces sols calcaires et un des autres bijoux de la région, c'est que dans les... la clairette devient de plus en plus populaire dans la région. Elle est là. Il y a des vieux sets de clairette, mais il y a un retour à cet amour de la clairette aussi dans la région. Et donc, si vous regardez le lot d'un blanc qu'on a ce matin en dégustation, la clairette demeure quand même en petit pourcentage, mais vous allez voir qu'il y a plusieurs producteurs dans la région. Dans l'assemblage, si vous regardez, ils vont avoir un bon pourcentage de clairette à l'intérieur. Donc, ils font des trois couleurs, mais j'ai ici mis au tableau plus le blanc parce que je trouvais que c'était... on va goûter le blanc aussi, puis je voulais partager cette découverte de l'Audun. On n'en a pas assez à la SAQ de l'Audun, donc chers agents, j'attends, je vous aiderai à faire la promotion de ces bijoux blancs que j'adore de cette région. Plan de Dieu. Oups, pardon. Plan de Dieu. Là, on est dans une région... Je vous raconte une petite... je regarde l'heure, ça va bien. Plan de Dieu, le nom vient, et ça, vous allez vous en souvenir si je raconte l'histoire, c'était une forêt de garrigues. Et le dicton dit qu'à l'époque, quand les gens voulaient traverser la forêt de garrigues à pied, cette forêt était remplie de bandits. Donc, les gens se croisaient les doigts en espérant qu'une fois qu'elle arrivait au village, ils étaient sains et saufs. Donc, ils disaient c'est un plan de Dieu, c'est un plan... Ils remettaient leur vie entre les mains de Dieu pour arriver sains et saufs au village. Donc, de là, le nom de plan de Dieu. Plan de Dieu, là, on est vraiment dans des vins qui sont concentrés. On n'est que dans du rouge. On est sur du galet roulé. Donc, tout à l'heure, quand je vous disais les galets roulés qui absorbent la chaleur, là, on peut avoir des galets roulés jusqu'à 10 mètres de profondeur. C'est beaucoup. Donc, imaginez 10 mètres de galets, très, très chaud. On a avec ça des petits rendements. On a, donc, ça donne des vins de table. Hein. Là, on pense vraiment... Voilà. Avant de déguster, puis de prendre vos questions, parce que vous avez été très silencieux, je sais qu'on aime toujours regarder, hein, pour les agents, on aime toujours regarder un petit peu les chiffres. Si vous regardez l'export, le Canada, bougez pas, ici. Hein? Donc, le Canada est toujours... on se situe toujours bien. Dans l'export, on est des amoureux du Rhône. Le Rhône réussit très, très bien lorsqu'on regarde dans les vins français. Le Rhône a toujours beaucoup de succès au Canada et au Québec. Vous allez pouvoir reviser ces tableaux parce que je sais que vous aimez les avoir. Donc, on a insisté pour vous donner cette donnée. Bougez pas, j'ai un petit problème d'écran en ce moment. Et il est figé, ce sera pas long. Et j'ai pas eu les chiffres en dollars. Je sais pas si Sabine, Antoine ou Marine, on pourra les avoir parce que je sais que d'habitude, vous aimez les avoir en dollars. On les a en pourcentage ici. Mais on voit ici les chiffres en vente, en volume puis en valeur dans la dernière année. Donc, c'est intéressant de comparer volume et valeur. Hein? Ici, là, volume, valeur. Donc, en volume et en volume. Donc, on continue à être toujours dans le plus. Donc, les chiffres continuent à être en ascendance dans les ventes au Québec. Donc, moi, je pense que
je pense vraiment que le Rhône est une région établie au Québec. C'est une valeur sûre pour les clients. J'ai parlé à certains d'entre vous pendant la COVID et plusieurs me disaient que leur vente dans le Rhône méridional, Côte-du-Rhône village, Côte-du-Rhône village, avec nom, avait vraiment monté pendant la COVID. Pourquoi? Parce que c'est prouvé que pendant la COVID, lorsqu'on est déstabilisé, on recherche des valeurs sûres. On a déjà assez de choses qui se passent. On veut pas essayer de nouvelles choses. On veut aller à la SAQ, dont on a moins de temps pour faire les achats parce qu'il y a une liste d'attente d'or, on se sent coupable. On fait quoi? On va vers la bouteille, vers la région qui nous donne une valeur sûre et la vallée du Rhône demeure ça pour les consommateurs, une valeur sûre. Et je pense que ça se reflète dans les chiffres. Puis pour certains d'entre vous à qui j'ai parlé pendant la COVID, je sais que vos chiffres démontrent ça aussi dans les ventes. On va déguster. En tout cas, moi, je vais déguster puis je vais vous partager un petit peu ce que je goûte dans le verre pour vous inspirer. Mais je voudrais peut-être qu'on rouvre, je ne sais pas si vous voulez ouvrir à ce moment-ci vos petites caméras peut-être, vos micros. Je ne sais pas s'il y a des questions en ce moment. Vous êtes très silencieux. Allô? Tout le monde est là, monsieur. OK, mais c'est parce qu'il n'y a pas de questions. Il y en a tout le temps d'habitude, donc je suis habituée. OK. Très clair. Super. Alors, dégustation. Bon, ben moi, oups! Qu'est-ce qui est arrivé? J'ai perdu mon code. Ah, voilà. On va commencer par le Côte-du-Rhône parce que j'ai décidé de changer l'ordre, désolée. On commence par le rosé. Côte-du-Rhône Bélane, Côte-du-Rhône Bélane, Clos Bélane, pardon. Clos Bélane, Stéphane Belvedo, qui est bien connu ici dans le marché parce qu'il vient au Québec chaque année et ses vins connaissent beaucoup de succès. J'ai toujours beaucoup aimé les vins de Stéphane. Le rosé 2018 était très beau. Le 2019 est exceptionnel. Je disais ce matin, j'ai dégusté à plus de 60 rosés dans les 2 dernières semaines. Et je devais choisir mon palmarès des 10 pour un magazine et ça a été au top de mon palmarès parce que si vous pensez justement que les rosés sont tous charnus dans le rôle, encore là, ce vin démontre la diversité. Ici, on est à Valréas, même si l'appellation, il a décidé de le vendre en Côte-du-Rhône hein, parce qu'il est rosé. On voit la fraîcheur de Valréas. Tout à l'heure, je vous disais, Valréas, rappelez-vous, sol calcaire jusqu'à 410 mètres d'altitude. Et c'est intéressant, si vous regardez l'alcool de ce vin-là, on est à 11,5 %. Wow! Donc, vendange un peu plus tôt, mais une viticulture soignée fait en sorte que c'est très mûr. Hein? On n'est pas du tout en sous-maturité. Et il y a une trajectoire hyper précise, un côté hyper salin, très élégant, très fin. Wow! Ça, vraiment, là, quand on parle fraîcheur de Valréas, on le voit dans ce rosé. Oh. Catherine, tu as le vin dans ton verre, non? Catherine Lessard, tu as ton vin dans ton verre? Je l'avais hier soir. Je ne sais pas si je l'ouvre ou si je le garde ce soir. Ben, tu l'as dégusté hier? Hier soir, avec beaucoup de plaisir. Donc, es-tu d'accord? As-tu trouvé cette fraîcheur, cette élégance? Oui, au début, j'ai vraiment senti énormément d'acidité parce que je suis plus habituée avec des... Oui. Mon mari vient du sud de la France, fait qu'il est assez critique sur les vins rosés. Puis hier, j'ai senti au début beaucoup d'acidité, mais rapidement, ça s'est transformé vraiment en quelque chose de salin. C'est ce qui a vraiment fait qu'on a trouvé qu'il se démarquait beaucoup des autres vins rosés. Oui. C'est dans l'été à date. Oui, mais tu as absolument raison. La salinité, c'est un vin qui s'est démarqué pour moi aussi, la salinité et cette acidité dont tu parles. Et c'est pour ça que je tenais à ce qu'on le déguste ce matin, ou en tout cas, vous encourager à aller le chercher et le déguster parce que 11,5 % d'alcool, hyper frais, acidité qui met l'eau à la bouche, salin, droit. Il y a peut-être même presque un petit côté austère agréable.
Alors, ça défait toutes les idées préconçues qu'on peut s'y mettre en tête des rosés de la région parce que j'adore les tavelles qui sont plus concentrées. Lorsque c'est le temps de manger mon canard confit ou mon steak tartare, mais ce rosé-là offre complètement autre chose. Donc, je voulais juste vraiment vous initier un petit peu à la diversité qu'on retrouve. On a eu une super longue discussion sur le taux d'alcool hier soir. Ah, Il était à 11,5. je On a sais. vraiment remarqué. C'est ça qui est surprenant parce que l'acidité, la salinité, ça donne vraiment l'impression que c'est un vin qui est plus fort en alcool, mais Ouais. super, vraiment. Merci de la suite. Merci, Catherine. Le ferraton, je ne crois pas qu'il y en avait qui l'avaient dans leur vin aujourd'hui. Domaine qui travaille bien. Généralement, à la SAQ, on voit plus leurs produits du Rhône septentrional, leur Saint-Joseph, par exemple. Mais ce blanc, j'étais contente de voir le Laudun le 2017, qui est un millésime plus frais dans la région. Donc ça, c'est intéressant aussi. La beauté des millésimes, c'est la différence entre les millésimes et 2017 un petit peu plus frais. Ici, on est à 20 de clairette, 70 de grenache, 10 de bourboulinque. Si vous allez sur le site de la SAQ, ils vous disent autre chose. Moi, j'ai pris les données du domaine. Ici, on voit, il y a, on est sur le sol est argilo-calcaire, donc on a le sol argilo-calcaire. On a la richesse du sud, mais c'est quand même un 2017, hein, puis on est en 2020, puis c'est intéressant parce qu'on commence juste à peine à avoir une petite pointe tertiaire. On a un peu ce côté de noisette grillée hyper intéressante. On a une rondeur, on a une salinité aussi qui vient équilibrer justement cette rondeur. Vraiment à découvrir. Ça, si on me dit accord mes vins, je peux vous dire à l'infini parce que on a la ronde, puis l'amertume qui vient en fin de bouche, qui est magnifique. Puis je voulais juste faire un petit aparté en parlant de accord mes vins. Je parlais de Michel Chapoutier plus tôt parce que j'ai eu beaucoup de conversations au fil des années avec Michel sur les accords mes vins. Puis on parlait souvent des blancs du Rhône, d'un côté cette amertume, puis qui fonctionne très bien avec les mets asiatiques. Il y a vraiment je pense toujours au canard de Pékin. Je sais qu'au Québec, on en mange moins, mais allez dans le Chinatown, allez vous acheter un petit canard, là, puis essayez les blancs du Rhône, c'est vrai, ça fonctionne très, très bien. Évidemment, toute la volaille, tout le poulet rôti, les risottos aux champignons, les risottos aux fruits de mer, les fruits de mer poêlés, les poissons poêlés. On peut vraiment faire, c'est des vins de gastronomie, puis ce vin-là est 20 $. Mais, tu sais, regardez les prix aujourd'hui aussi. En cette période de pandémie dont les gens quand même sont soucieux du dollar. Moi, ça me fascine aussi toujours le rapport les prix qu'on retrouve dans la région du Rhône. On avait le rosé à 21,10 $. Jean-Paul Domain, qui est un domaine qu'on connaît bien, domaine au Québec, qui est représenté par Unopole. Avec ce domaine, Jean-Paul travaille avec des vignerons. Donc, c'est de l'achat de raisins. Il travaille avec eux. C'est ça, on est en viticulture bio. On l'était aussi avec le Clos Bélan. Donc, tout est en bio. Et l'idée ici, c'est de produire un vin qui est gourmand, qui est accessible, on est en 60% grenache, 30% syrah, 10% mourvèdre. Et c'est un vin qui est gourmand. Pour moi, quand on dit là, un passe-partout, c'est ça. On est vraiment dans un vin passe-partout, gourmand, qui se boit seul, mais encore là, si on le met autant avec la volaille, même si on le sert légèrement frais, puis qu'on fait un saumon avec une petite compote aux fruits rouges, par exemple, ça peut très, très bien aller. Mais les grillades, hein, je pense plus aux grillades.
Est-ce qu'il y en a qui ont... Il y en a pas qui l'ont, hein? Je crois que vous avez du rasto. Mais... Et l'autre vin que j'ai à côté, c'est le Côte-du-Rhône Village. Du Perré Barrera, qui est bien connu au Québec. A-t-on besoin de rappeler que Emmanuelle Dupéré est les Québécoise? Donc, les Québécois ont toujours bien célébré ce vin. En fait, ils ont commencé en étant plus négociants. Donc, c'était l'achat de raisins dans le Rhône et en Provence. Aujourd'hui, ils ont des terres en Provence, mais dans le Rhône, ça continue d'être de l'achat de raisins. On est presque en nature, hein? Ils travaillent il n'y a pas de collage, pas de filtrage. Les fervents de vin nature aiment toujours Dupéré Barrera parce qu'ils sont très minimalistes dans la façon de faire. Et ça, je démentis un peu ce que j'ai dit, ce qu'on retrouve dans Côte-du-Rhône Village. Ici, on est à 70% de Syrah, 20% de Grenache et 10% de Mourvèdre. Donc, si je prends le vin précédent, on est beaucoup plus sur les tanins plus souples. On a vraiment la gourmandise du Grenache qui s'exprime par une générosité en fruits rouges, des tanins souples, une sucrosité, une perception de sucrosité aux fruits, bien que le vin est sec. L'autre, le Dupéré Barrera, beaucoup plus poivré, beaucoup plus sur la violette. Et donc là, on voit la Syrah qui prend tout son sens. Donc, si vous voulez déguster un Côte-du-Rhône Village qui est plus basé sur la Syrah, c'est intéressant. Des tanins très fins, très soyeux. C'est très, très bien fait. Et le dernier, si vous voulez parcourir ce week-end, faire une petite dégustation avec vos amis pour comparer les nuances. Plan de Dieu. Plan de Dieu qui est un excellent rapport qualité-prix, qui est bien connu dans le marché, 18 qui, pour moi, démontre tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Plan de Dieu, on se rappelle, altitude de 110 mètres, les galets roulés qui vont jusqu'à 10 mètres. Donc, on a des vins qui sont concentrés sur la puissance, mais qui ont une complexité puis une structure aussi, avec un potentiel de vieillissement. Ce serait intéressant de mettre le plan de Dieu, d'en boire quelques-unes maintenant avec si vous n'êtes pas végétarien, avec le steak sur le barbecue et de le revisiter après quelques années en cave. On peut tout à fait avoir les deux. Donc voilà, je ne sais pas, j'ai débordé un petit peu de 10 minutes, désolée. Je voulais juste, en terminant, je voulais remercier Sabine de Interrhône. Merci. Vous avez le site Internet au bas de l'écran où vous pouvez aller chercher les informations dont je vous parlais. C'est vraiment une ressource extraordinaire, donc je vous encourage à y aller. Je voulais remercier aussi Catherine de la 3 Québec et Antoine et Marine de chez Sopexa pour avoir aidé à coordonner tout ça et à vous tous d'avoir été là et d'être au rendez-vous pour certains d'entre vous chaque semaine. Merci. Merci Michel, merci tout le monde. On a des beaux commentaires déjà sur le blog, le chat, là. Michel, bravo. C'est toujours très intéressant. La semaine prochaine, avec les congés qui tombent les mercredis, les gens qui prendront peut-être des longs week-ends, les 2 prochaines formations avant de faire relâche pour l'été, ce seront des mardis. Donc, mardi le 23 avec les vins de Val-de-Loire et mardi le 30, la dernière de l'été, les vins de Provence. L'invitation pour Val-de-Loire est déjà partie. On va aussi vous transmettre un peu l'invitation pour Provence. Puis après, on va faire relâche jusqu'au 27 août. Puis on va avoir d'autres belles formations. Vous pouvez allumer vos écrans juste pour que je puisse vous dire un petit coucou avant de partir. C'est toujours... Ah, ça fait ma journée. Merci beaucoup. Merci d'avoir été là. C'est vraiment un plaisir, toujours. Puis si vous avez des amis qui ne pouvaient pas être là aujourd'hui, ou des collègues en fait, vous pouvez leur dire que le lien est sur le site de la 3 Québec. Donc, ils peuvent retourner et regarder la formation. Commentaires comme ça sur le site de la 3 Québec, dans la section webinaire, il y a
plus de clics en 2 mois que les pages qui sont là depuis le début de notre existence. C'est vraiment, ça fonctionne super bien. Les gens vraiment vont voir les formations. Merci. Super. Merci beaucoup. Profitez du soleil et de la chaleur. Au revoir. Merci, au revoir. Bye.